1er août 1936. Cette date marque l'ouverture de la 11e édition des Jeux Olympiques, largement considérée comme une des Olympiades les plus controversées de l'ère moderne. Ces JO ont pris place à Berlin, en Allemagne. À cette époque, Adolf Hitler était déjà solidement installé au pouvoir, ayant été nommé chancelier en 1933. Son parti, le parti nazi, avait déjà mis en place un état totalitaire et avait commencé à appliquer des politiques discriminatoires et antisémites. L'objectif d'Adolf Hitler pour les Jeux Olympiques, il était clair: promouvoir la propagande nazie et démontrer la supériorité de la race aryenne, des hommes blonds aux yeux bleus, que son régime qualifiait de supérieur en tout point. Les JO de 1936 à Berlin étaient donc un événement particulièrement politisé. Ils ont été utilisés par le régime nazi pour afficher une image positive de l'Allemagne et pour légitimer leur idéologie raciste. Hitler souhaitait que ces jeux servent de vitrine à la puissance et à la grandeur du Troisième Reich. Pour cela, il comptait sur les plus grands athlètes allemands. Il était sûr de lui: ces JO, il va les gagner. Mais lors de ce grand événement, un athlète va s'imposer et il va complètement ruiner tous les plans du chancelier en battant record sur record. Cet homme, c'est Jesse Owens, un athlète de renom dont la description physique ne colle en aucun point avec l'idéologie du Troisième Reich. Cet homme, de par ses performances exceptionnelles, va complètement humilier le chancelier et son parti aux yeux du monde entier, et ce, sur leur sol. Il a déjoué à lui seul tous les plans d'Hitler et il savait qu'en le défiant, il risquait de sérieuses représailles. Comment Jesse Owens a réussi à défier tout un régime en s'imposant lors de ces Jeux Olympiques? Quelle a été la réaction d'Hitler et de ses associés? Quelles ont été les représailles? Répondons à toutes ces questions à travers ce mini-documentaire retraçant toute l'affaire. Ce sujet est de loin l'un des plus passionnants de l'histoire du sport moderne. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Moi c'est Mugs et ici on parle de sport. Alors ne perdons pas plus de temps, découvrons les Jeux Olympiques les plus controversés de l'ère moderne. Les Jeux Olympiques modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui ont été réinstaurés en 1896, c'est une réelle tradition rénovée des compétitions antiques de la Grèce. Cette réinstauration des Jeux Olympiques modernes est le fruit de la vision et de la persévérance de l'historien français Pierre de Coubertin. En 1894, il fonde le Comité international olympique lors d'un congrès à la Sorbonne, à Paris. 2 ans après cette création, la première édition des Jeux Olympiques modernes ont pris place dans la ville d'Athènes en 1896, marquant le début d'une nouvelle ère pour le sport international. Depuis cet événement, tous les 4 ans, à l'exception des années marquées par les guerres mondiales, les athlètes du monde entier se rassemblent pour célébrer l'unité, la compétition et l'excellence sportive. De nombreux pays ont commencé à manifester leur souhait d'organiser cette compétition sur leur sol. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et j'en passe. Et ça, c'est totalement compréhensible. D'un point de vue économique, les jeux génèrent des revenus significatifs grâce au tourisme et aux droits de diffusion. Et ça, ça stimule beaucoup l'économie locale et nationale. Et cette compétition, elle offre une plateforme à portée internationale pour montrer au monde la culture et l'hospitalité du pays hôte. Après, il est quand même important de noter que l'impact de ces jeux peut varier considérablement. Vous vous doutez bien qu'un événement aussi important dépend de plein de facteurs. La capacité d'un pays à gérer efficacement les coûts, à maximiser les bénéfices à long terme pour la société, à optimiser ses services de transport et j'en passe. Bref, un pays qui doit organiser des JO est donc un pays qui doit assumer de lourdes responsabilités, car pendant plusieurs semaines, le monde entier aura les yeux rivés sur lui. Pas le droit à l'erreur donc. Parmi les nombreux pays intéressés par ces jeux, il y avait l'Allemagne. C'était un des premiers pays à se montrer intéressé par l'organisation de Jeux Olympiques. Vouloir en organiser, c'est une chose, mais réussir à être sélectionné, c'en est une autre. À cette époque, la sélection d'un pays pour l'organisation des Jeux Olympiques était principalement décidée par le Comité international olympique, l'instance qui, encore aujourd'hui, est chargée de cette importante décision. Les critères de sélection étaient beaucoup moins formalisés qu'aujourd'hui, ça dépendait surtout de la capacité du pays à accueillir un événement d'une telle envergure qui importait. Ça implique donc des infrastructures récentes et fonctionnelles, des ressources financières suffisantes et un environnement politique stable. Mais là, vous allez me dire que c'est pas logique. En 1936, l'environnement politique allemand était très loin d'être stable. Comment ont-ils réussi à organiser des JO à cette période? En 1912, Berlin a été préféré aux autres villes candidates, notamment Budapest, Amsterdam, Bruxelles ou encore Cleveland, pour organiser la 6e édition des Jeux Olympiques, prévue en 1916. Oui, de base, les JO devaient avoir lieu sur le sol allemand 20 ans plus tôt. À cette époque, l'Allemagne était une puissance montante sous l'Empire allemand, dirigée par l'empereur Guillaume II. Le pays connaissait à ce moment-là une forte croissance économique et une course aux armements. Lors de cette même année, les élections législatives ont vu une victoire significative du Parti social-démocrate d'Allemagne, et cette période a été témoin de crises internationales qui ont plus tard mené à la Première Guerre mondiale. Qui dit guerre mondiale dit que c'est pas vraiment le moment d'organiser des Jeux Olympiques, alors l'édition de 1916 sera tout simplement annulée,
Et c'est là que les choses se compliquent. Après la guerre, l'Allemagne va être resélectionnée en 1931 pour organiser les Jeux de 1936. Avant donc l'arrivée au pouvoir d'Hitler et l'établissement du régime nazi. Mais le problème, c'est qu'entre ces deux dates, le nazisme a connu une croissance impressionnante. En 1931, son parti était déjà très influent, mais en janvier 1933, tout prend une autre dimension lorsqu'Hitler fut nommé chancelier. Au cours de ces années, le régime nazi avait mis en œuvre des politiques d'exclusion et de persécution des juifs et d'autres minorités, tout en renforçant son emprise sur la société par la propagande et la censure. En 1935, un an avant les JO, les lois de Nuremberg ont été promulguées, privant les juifs de leurs droits de citoyens et interdisant les mariages entre juifs et non-juifs. Le sport d'ailleurs n'en était pas exempt, aucun juif n'avait le droit d'en pratiquer en club. Bref, la situation politique allemande, elle commençait sérieusement à inquiéter. Mais malgré les appels internationaux au boycott en raison des politiques discriminatoires et de la propagande nazie, les Jeux de Berlin vont quand même avoir lieu. En parallèle d'ailleurs, des Olympiades populaires avaient été organisées à Barcelone en 1936 comme une forme de protestation antifasciste, mais elles ont été interrompues par le déclenchement de la guerre civile espagnole. Les JO de Berlin n'ont donc pas été annulés. Une aubaine pour le chancelier allemand qui imaginait cet événement comme une immense publicité à portée internationale pour son parti. Hitler a rapidement saisi l'opportunité de les utiliser comme une vitrine pour démontrer la puissance et la modernité du Troisième Reich, en retirant temporairement les signes de haine antisémites et en présentant une image de paix et de progrès. Les Jeux ont été conçus pour impressionner le monde par la grandeur de l'Allemagne nazie, tout en masquant ses travers et ses politiques discriminatoires. L'objectif était de créer l'enthousiasme chez les Allemands, encore marqués par les séquelles de la Première Guerre mondiale, et de regagner une reconnaissance internationale forte. Faut bien comprendre que ces jeux devaient marquer le retour de l'Allemagne sur la scène internationale. Ils étaient considérés comme les principaux responsables de la Première Guerre mondiale et ils devaient y payer les conséquences. Sanctions territoriales, sanctions militaires, villes entières à reconstruire, économie au plus bas, et j'en passe. Et faut savoir que les JO de 1936, ça devait être les premiers jeux à être retransmis à la télévision dans une cinquantaine de langues. La couverture médiatique allait vraiment être folle. Bon, l'impact allait pas non plus être énorme parce que dans les années 30, peu de foyers étaient équipés d'un téléviseur, mais la symbolique, elle était très forte. Retranscrire ces Jeux Olympiques à l'international était un argument supplémentaire pour démontrer la supériorité technologique et la modernité du pays. Tout était réfléchi, je vous l'avais dit. Hitler s'associa donc comme à son habitude avec un certain Joseph Goebbels, et leur mission était la suivante, montrer que l'Allemagne d'après-guerre était encore une puissance mondiale. Énormément d'illustrations de propagande vont donc être élaborées pour teaser ces jeux. On y voit uniquement des hommes grands, musclés, blonds et sportifs. À travers ces nombreuses affiches, Goebbels voulait mettre la race aryenne sur le devant de la scène. Ces JO s'annonçaient très particuliers. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, l'entièreté des plans d'Hitler pour ces jeux vont être déjoués par un homme, au courage et aux performances exceptionnelles. Ce qui devait être la publicité pour la grandeur du Troisième Reich s'est finalement révélé comme une humiliation. Le 12 septembre 1913, à Oakville, James Cleveland Owens voit le jour. Il est issu d'une lignée d'esclaves et c'est le petit dernier parmi ses 11 frères et sœurs. Son père, Henry, est un paysan, tandis qu'Emma, sa mère, réalise des tâches ménagères pour d'autres familles de leur quartier. Leur situation économique est très complexe, ils luttent au quotidien pour survivre. Durant son enfance, Jesse tombait souvent malade. À presque chaque hiver, il était victime de pneumonie, son système immunitaire avait des lacunes et à cause du manque de moyens, il ne pouvait pas se payer de consultation chez le médecin. Il était loin d'avoir le physique d'athlète qui lui a permis d'humilier Hitler. Sa première inspiration, ce sera son père. Tous les dimanches, des courses entre paysans étaient organisées dans leur champ et il les remportait toutes sans exception. Et ça va beaucoup le motiver. Mais en raison du manque d'opportunités dans les plantations de coton dans le sud des États-Unis, les Owens vont quitter cette région en 1920 avec l'espoir de pouvoir un jour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. La famille décide donc de s'installer dans une cité industrielle à Cleveland où les opportunités étaient clairement plus intéressantes. À ce moment-là, James s'est inscrit à l'école élémentaire de Bolton et sa prof va vite lui adresser le surnom Jesse car elle n'arrivait pas à saisir son accent lorsqu'il prononçait les initiales de son prénom. James Cleveland, JC, JC, Jesse. Ce surnom, il va l'adorer et il va finir par se l'approprier. Désormais, on l'appelle Jesse Owens. Bon, ok, il est scolarisé, mais il faut quand même qu'il vienne en aide à sa famille qui galère toujours à boucler les fins de mois. Alors, parallèlement à ses études, il s'adonne lors de son temps libre à plusieurs activités professionnelles, livrant notamment des colis pour une épicerie et travaillant comme manutentionnaire dans une usine de chaussures. Sa vie était clairement pas simple.
Quand il n'était pas en cours, il travaillait, et inversement. Mais pour passer le temps et se changer les idées, Jesse va se lancer dans une nouvelle activité, la course. Il va se mettre à courir régulièrement. Il s'améliore jour après jour dans ce domaine, il s'entraîne dès qu'il le peut, et ce qui de base était un simple passe-temps devenait peu à peu une réelle passion pour lui. Il va tout de même s'essayer à d'autres sports, notamment le saut en hauteur, le foot et le basket, mais rien n'y fait. C'est dans la course à pied qu'il performe le mieux. En plus de ça, il va développer de réelles compétences en saut en longueur. C'était déjà un couteau suisse, ce gars savait tout faire. En 1928, il commence à battre des records. Ses performances en saut en longueur au niveau junior vont commencer à se faire reconnaître par les plus grands du domaine. Et c'est lors de cette même année que Jesse va croiser la route d'un certain Charley Paddock. C'était un grand champion olympique, anciennement détenteur de nombreux records en 100 mètres, 200 mètres, 4x100 mètres et en saut en longueur. Et cette rencontre va allumer en lui la flamme, le désir profond de se lancer dans l'aventure des Jeux Olympiques. En 1930, il intègre l'East Technical High School de Cleveland, et au cours de ses 3 années d'études, il va dominer sans partage en remportant pas moins de 75 courses sur 79. Il a traumatisé plus d'un coureur, moi je te le dis. Que ce soit en saut en longueur ou en sprint, Jesse s'améliorait sur tous les niveaux. En 1934, il atteint les 7,81 m en saut en longueur, et l'année d'après, il bat son record en atteignant les 7,97 m. À ce moment-là, il n'était plus qu'à 1 cm du record du monde, détenu par Chuei Nambu. Quand je vous disais que c'était une machine, je n'exagérais rien. Par exemple, le 25 mai 1935, lors de la Big Ten Conference, Jesse a battu et égalé 6 records du monde en l'espace d'une heure. Et ce, blessé au dos. Il y a d'ailleurs une autre anecdote qui est assez folle le concernant lors de cette même compétition d'ailleurs. En fait, quand il s'est présenté sur le sautoir pour l'épreuve de saut en longueur, on lui a dit qu'il avait droit à un seul saut uniquement, parce qu'en parallèle, il était aussi engagé dans les autres épreuves de sprint, fallait qu'il fasse vite quoi. Alors, ni une ni deux, il regarde la piste comme ça, et il cale un petit bout de papier à 7,98 m, l'ancien record du monde, qu'il avait précédemment manqué d'1 centimètre, rappelez-vous. Il le pose, il revient au sautoir, 8,13 m. Il a mis 15 cm dans la gueule de Chuei, et après ça, il est reparti comme il est venu, car il avait d'autres records à battre plus loin. Voilà, il avait pas le temps le gars. En 1935, Jesse, il était à son prime, et c'est grâce à son travail et à ses capacités surhumaines qu'il va réussir à décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de 1936. Il a réalisé l'un de ses plus grands rêves, et il compte bien marquer l'histoire une nouvelle fois lors de ses prochains Jeux Olympiques, mais il y a un problème. Il sait qu'avec ses capacités, il a le potentiel de récolter médaille d'or sur médaille d'or. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est la façon dont Hitler pourrait réagir face à ses potentielles victoires. Je vous le rappelle, on parle d'un athlète américain noir qui peut potentiellement finir médaillé dans un pays au régime totalitaire et fasciste qui prône les hommes blancs et blonds aux yeux bleus, et qui justement utilise ces mêmes Jeux Olympiques pour affirmer leur supériorité. Ça sent pas bon cette histoire. Il sait que s'il en venait à gagner ne serait-ce qu'une seule médaille, cela pourrait entraîner de sérieuses représailles de la part du régime nazi. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas ce contexte politique qui va l'empêcher de surperformer. Il est plus motivé que jamais à l'idée de remporter ses premières médailles olympiques, et c'était l'occasion rêvée d'humilier un dictateur, non pas avec des paroles, mais uniquement avec du sport. Nous sommes le 1er août 1936, et la cérémonie d'ouverture des JO de Berlin commence. Et comme prévu, les Allemands ont sorti le grand jeu. Les rues sont grandes et propres, la parade est millimétrée, et sur les façades, plus aucune affiche antisémite. Comme je vous le disais tout à l'heure, tous les signes racistes et discriminants avaient minutieusement été retirés des grandes avenues avant la cérémonie d'ouverture, et ce durant toute la période des JO, de sorte à ce que personne ne se doute du pire. Le village olympique créé pour l'occasion était immense. Tout était flambant neuf, propre et moderne. On était loin de l'Allemagne en ruine d'après-guerre 20 ans plus tôt. Un gigantesque stade de plus de 100 000 places a également été construit pour l'occasion, l'actuel stade de Berlin. Un projet juste gigantesque, imaginé par l'architecte Werner Mark. Et je vous épargne toutes les autres infrastructures, comme le vélodrome ou encore le centre aquatique. Ils avaient vraiment mis le paquet, et clairement sur les images d'archives, ça se ressentait. La cérémonie d'ouverture se poursuit à l'intérieur du stade de Berlin. Et... ouais, c'est particulier de voir ces images aujourd'hui. Des pigeons portant soi-disant des messages de paix dans le monde avaient été libérés dans le ciel, et le premier relais de la torche olympique de l'histoire s'est terminé avec un coureur allemand blond, Fritz Chilgen. D'ailleurs, pour l'anecdote, de base, le relais traditionnel de la torche olympique, ça vient d'une idée d'Hitler. Faites ce que vous voulez de cette info, moi franchement ça m'avait pas mal surpris. S'ensuit le défilé traditionnel des athlètes venus des 4 coins du monde. On parle de plus de 3900 participants venant de 49 pays au total, un record pour l'époque.
Surprenant d'ailleurs quand on sait que c'était un événement largement boycotté. En réalisant cette vidéo, j'ai dû regarder cette cérémonie d'ouverture plusieurs fois pour y déceler les moindres détails. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le focus quasiment constant sur le sujet de la paix dans les discours. So, with the pigeons carrying a message of peace to the world, begins the event for which all Germany has been preparing for months past. For 14 days, Berlin will be the scene of the fiercest battles between 50 nations. Battles of peace. Ouais, c'est particulièrement déstabilisant à entendre, surtout quand on sait où tout ça nous a mené. Le serment olympique est prononcé, c'est officiel, les JO de Berlin commencent. Revenons maintenant à notre Jesse Owens. Jesse n'était pas vraiment un coureur très populaire en Allemagne, pas du tout même. L'écrasante majorité du grand public ne savait pas que c'était le tenant en titre de plusieurs records du monde, mais ça je vous rassure, il va vite tâcher de le faire savoir au cours de ces 2 semaines de jeu. Pour ces JO, Jesse est convoqué dans pas moins de 4 épreuves. Le 100 mètres, 200 mètres, 4 x 100 mètres et le saut en longueur. Et au vu de son niveau, il peut facilement atteindre l'or dans ces 4 disciplines. Il va donc tout faire pour, car je vous le rappelle, pour lui, seul le sport et les médailles comptent. D'ailleurs, pour l'anecdote, de base, Jesse n'était pas censé participer aux 4 x 100 mètres, mais finalement, il a pu concourir lui et son coéquipier Metcalfe en prenant la place de 2 autres athlètes qui, eux, ont été écartés de la compétition. Les organisateurs ont justifié ce choix en exprimant une volonté de monter une équipe plus optimisée, mais en réalité, ces 2 athlètes étaient de confession juive. Et même si les nombreuses affiches prônant l'antisémitisme avaient été retirées des rues pendant ces JO, la mentalité, elle était malheureusement toujours présente. Nous sommes maintenant le 3 août 1933. Jesse Owens se positionne sur la ligne de départ pour disputer sa première épreuve, le 100 mètres. À ce moment-là, la plupart du public présent dans le stade ignore qu'il a battu 2 mois auparavant à Chicago le record du monde dans cette même discipline avec un 100 mètres parcouru en 10 secondes et 2 dixièmes. Il se concentre, déterminé à placer la barre encore plus haute et... Amazing performance by America's Black Streak Jesse Owens in the 100 meters. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking, as he wins the final and equals the world's record time. This and his later victory in the long jump may well be the athletic performances of the century. 10 secondes et 3 dixièmes. Il était à un petit dixième d'égaliser son précédent record, mais ça c'est pas bien grave. Grâce à cette performance, il remporte une médaille d'or, et pour Hitler, c'est le coup dur. Aucun Allemand n'est sur le podium, mais pour l'instant, on n'est que sur la première épreuve. Le lendemain, mardi 4 août, il se présente pour l'épreuve du saut en longueur, et c'est ici que l'histoire va pas mal se compliquer. Bon, faut savoir que sur cette épreuve, Hitler misait beaucoup sur l'un de ses athlètes préférés, Luz Lang. Et je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi, les images parlent d'elles-mêmes. Luz Lang serait le gagnant parfait pour le chancelier, l'occasion pour lui de démontrer la puissance de ses athlètes et de la race aryenne aux yeux du monde entier. Et Luz, quant à lui, est plus que déterminé à l'idée de remporter une médaille d'or à domicile et de rendre fier le parti. Lors de cette épreuve, contre toute attente, Luz Lang et Jesse Owens vont plutôt bien s'entendre. On les voit discuter ensemble, rire ensemble même. Ouais, y a rien de mieux que le sport pour créer des relations amicales inattendues. L'épreuve commence. Jesse mène la danse avec 7m74 puis 7m87, mais Luz revient à la charge en l'égalisant avec 7m87 lui aussi. Jesse garde son sang-froid et réussit à atteindre les 7m94 pour au final clôturer avec un 8m6. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est que le premier à avoir félicité Jesse à sa sortie du sautoir, c'était Luz. 2 épreuves, 2 médailles d'or. Et pour l'instant, il n'a fait que la moitié du travail. Il lui manque encore celle du 200 mètres et celle du 4 x 100 mètres. Il ne veut en céder aucune, ses médailles seront à lui. Mais Hitler, il ne le voyait pas de cet œil-là. Il voyait bien que cet athlète faisait de l'ombre à son équipe, et ça c'était loin de l'arranger. La légende raconte d'ailleurs qu'après sa victoire en saut en longueur, il quitta le stade furieux et humilié. Nous sommes maintenant le mercredi 5 août. C'est déjà l'heure de la 3e épreuve pour Jesse. Ouais, 3 épreuves en 3 jours, on peut dire qu'il a bien carburé. Cette fois-ci, il s'agit du 200 mètres et il n'a pas vraiment de soucis à se faire. Il n'a pas spécialement de grand rival, il est très largement désigné comme le favori, sauf que... Non, évidemment, il finit premier et de loin, et il bat au passage de 4 dixièmes le précédent record du monde en passant sous la barre des 21 secondes. 3 épreuves, 3 médailles d'or et un record du monde. Là, il devient sérieusement problématique pour le parti, mais en attendant, parlons de la 4e et dernière épreuve pour Jesse Owens, qui est ni plus ni moins que le 4 x 100 mètres. Cette fois-ci, il a eu droit à plus de temps. Nous sommes le 9 août, 4 jours plus tard, et c'est l'heure de l'ultime épreuve. Sa 4e médaille d'or se joue, et il veut faire un sans faute. Pour cette ultime épreuve de relais, il est accompagné de Ralph Metcalfe, Floyd Draper et Frank Wyckoff. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, hein, bien sûr qu'ils l'ont gagné cette médaille. Jesse Owens, en une semaine seulement, a tout détruit sur son passage. 4 épreuves, 4 médailles d'or,
un sans faute pour sa première participation aux Jeux Olympiques. Il a su dominer chacune de ses épreuves, mais maintenant, il risque quoi? Bien que l'Allemagne ait fini par remporter ces Jeux Olympiques avec pas moins de 89 médailles, les exploits de Jesse Owens ont ruiné la démonstration tant espérée par le Troisième Reich de la supériorité des Aryens. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître très surprenant, mais dans sa biographie, Jesse va déclarer qu'il a mieux été accueilli lors de ses JO en Allemagne qu'en Amérique. Dans les années 30, les États-Unis étaient encore en plein dans la ségrégation. Et malgré le fait qu'à leur retour, Owens et Metcalfe ont été accueillis comme des héros à l'échelle nationale, le président Roosevelt leur a refusé une visite à la Maison Blanche. Ce qui a, vous en doutez, fortement déçu Jesse, qui ira même jusqu'à déclarer « Hitler ne m'a pas snobé, c'est notre président qui m'a snobé, le président ne m'a même pas envoyé un télégramme ». Après ces histoires d'Hitler qui m'auraient snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus, je devais m'asseoir à l'arrière, je ne pouvais pas vivre là où je le voulais. Il n'y a pas eu de tentative de représailles du côté des Allemands, le discours de Jesse portait à croire que leurs échanges étaient cordiaux, et surtout, leur opération de propagande, au final, elle a très bien fonctionné malgré tout. C'est le pays qui a remporté le plus de médailles, et ces jeux ont permis au monde entier d'avoir une vision plus positive de l'Allemagne, ça leur a permis de regagner une confiance aux yeux d'une grande partie de la planète, et c'est avec ce genre d'exemple qu'on comprend qu'il est important de prendre du recul face à ce que l'on peut voir. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de vendre du rêve, mais dans l'ombre des caméras, la réalité n'est pas tout le temps rose. Si vous avez aimé ce format, sachez que sur cette chaîne je produis des mini-documentaires sur le sport. Je vous laisse en fiche cette vidéo sur la course de moto la plus terrifiante et de très loin. Mon objectif pour cette année c'est les 300 000 abonnés, alors si vous aimez mon contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez à la cloche aussi, ça fait plaisir. Personnellement je vous retrouve bientôt, allez, à la prochaine!